Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue pour ce webinaire dédié à la qualité de vie et aux conditions de travail organisé par Aesio Mutuel. Nous sommes ravis, Mehdi et moi, de pouvoir discuter avec vous de ces sujets qui nous paraissent plutôt importants, surtout pour vous, dirigeants de TPE, pour aborder voilà, ces sujets et peut-être certains stéréotypes que nous allons tenter de déconstruire autour de la QVCT. Alors, tout simplement, quelques petites règles de fonctionnement du webinaire. On est ensemble pour 1 heure, donc le webinaire finira aux alentours de 10 heures. Vous avez un onglet questions en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser pour voilà, interagir, réagir, poser vos questions sur notre sujet du jour. On se fera un plaisir de pouvoir y répondre. Vous recevrez bien évidemment le support en fin de présentation et un replay sera accessible si jamais vous n'avez pas le temps de pouvoir visionner l'ensemble de cette présentation. Alors, tout d'abord, un petit mot sur Aesio et sur notre service de prévention, Prev Aesio. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Aesio, on est donc une mutuelle qui protégeons 2,3 millions de Français environ grâce à différentes solutions qui sont adaptées à tous les moments de la vie. On parle de couverture santé, prévoyance, épargne retraite, mais aussi IARD, l'assurance de biens. On est la 3e mutuelle spécialisée en France en protection de personnes. Et chose importante, on a une forte proximité puisque nous avons un maillage territorial très important au travers de notre réseau de 240 agences qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national. Pour la petite histoire, Aesio Mutuel a été créée il y a maintenant 4 ans environ. Elle fait partie du groupe AEMA, qui est donc composé de la Massif, Abeille Assurance et Ophi Invest. Et l'objectif en fait de ce groupe mutualiste, c'est de pouvoir apporter des réponses éclairées, constructives et humaines face aux grands enjeux de protection liés aux différentes transitions actuelles au travers d'un réseau multimarque et multimétier. Donc chez Aesio, je le disais tout à l'heure, on propose des solutions globales d'assurance et de services au travers notamment de notre activité première d'assureur, mais on est également distributeur. Donc on distribue les produits d'assurance et on est gestionnaire puisque on assume tous les actes de gestion d'un contrat ainsi que la relation avec l'adhérent. On s'adresse à toutes les cibles, du particulier jusqu'à l'entreprise, en passant par les fonctionnaires, les courtiers, les professionnels indépendants, au travers notamment d'offres personnalisées d'assurance de personnes, d'assurance de dommages, de solutions d'épargne ou de solutions pour les professionnels indépendants. En matière de prévention, on s'est donné comme mission d'accompagner les adhérents à chaque étape de leur vie en les aidant à prendre soin d'eux aujourd'hui pour préserver leur santé de demain. Cet engagement, il se traduit par la création de notre service Prévaisio et donc ce service œuvre autour de 2 grands enjeux, un enjeu de santé publique et un enjeu de santé au travail. Et aujourd'hui, ce que je souhaitais vous présenter, c'est surtout Prévaisio pour les entreprises. Donc notre service, il structure autour de 3 grands enjeux. Un premier enjeu, c'est la mise en conformité avec les obligations légales de l'employeur. Donc, comment est-ce qu'on peut l'accompagner et accompagner les décideurs sur ces sujets-là, sur les sujets d'obligations légales. Deuxième enjeu, c'est la limitation à l'exposition aux risques professionnels. Donc, tout ce qui tourne autour, par exemple, des troubles musculo-squelettiques ou des risques psychosociaux. Et puis, troisième enjeu, c'est plutôt l'amélioration de la santé et du bien-être des salariés. Et donc, pour répondre à ces enjeux, nous avons créé une offre à 3 niveaux qui sont complémentaires et indépendants, avec un premier niveau en inclusion dans lequel on va pouvoir retrouver la communauté des référents prévention, communauté qui compte aujourd'hui plus de 500 membres et qui est accessible via un espace digital depuis notre espace entreprise. Et 2 niveaux d'accompagnement plutôt terrain, avec un catalogue de sensibilisation sur le niveau clé en main, et puis un accompagnement sur mesure grâce à notre équipe de chargés de prévention qui vont permettre d'accompagner le décideur du diagnostic jusqu'à l'évaluation. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte un peu particulier puisque tous les mois, depuis maintenant 2 ans, je dirais, on propose à nos référents prévention, mais aussi aux entreprises de participer à nos webinaires, nos matinales prévention. Donc l'idée, c'est de proposer des rendez-vous réguliers pour aborder des sujets en lien avec la santé au travail. On essaye de personnaliser aussi en fonction de notre cible. Aujourd'hui, on s'adresse plutôt à une cible de TPE. Et donc,
l'ensemble de ce cycle matinal est animé par des experts de la prévention en entreprise. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Mehdi avec nous qui se présentera juste après et qui sera notre animateur pour l'ensemble de la session. Et donc l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner sur ces sujets pour vous donner des solutions et des billes pour structurer votre démarche et la rendre plus dynamique, plus efficace et plus efficiente. Donc, je vous laisse maintenant. Ah oui, je voulais juste vous parler de l'espace que l'on a créé dans le cadre de justement cette communauté des référents prévention. C'est un espace qui est dédié aux dirigeants de TPE et dans lequel vous allez pouvoir retrouver différentes ressources, que ce soit pour piloter votre démarche avec des kits d'information. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des choses qu'il faut absolument savoir en matière de prévention et notamment sur les obligations de l'employeur sur ces sujets-là. Et vous pouvez avoir accès à des services spécifiques en matière de coaching, en matière de prévention des TMS. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un compte sur votre espace entreprise Aesio, à aller voir la communauté des référents prévention. Et si vous n'avez pas de compte entreprise et que vous êtes adhérent à Aesio Mutuel, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un petit message dans l'onglet questions. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous envoyer le formulaire pour accéder à cet espace digital dédié à la prévention. Je vous laisse maintenant entre les mains de Mehdi et puis je vous souhaite à tous un bon webinaire. Bonjour à tous, et en effet, merci Antoine pour ces quelques éléments et cette remise en contexte. Donc, je me permets un petit peu de me présenter rapidement et je vais juste reprendre un petit peu la main sur la suite du PowerPoint. Donc, je vois qu'on a un petit comité en plus aujourd'hui, donc je me disais que ça pouvait être en tout cas intéressant que vous puissiez potentiellement partager un prénom, un secteur d'activité et peut-être le nombre de personnes qu'il y avait dans votre société directement dans l'onglet questions, afin de pouvoir en tout cas peut-être avoir une petite idée de qui est-ce qu'on a de l'autre côté et de pouvoir peut-être personnaliser aussi en conséquence parfois certains de mes propos. Donc on va en profiter, n'hésitez pas à le faire directement dans l'onglet questions comme vous l'a dit Antoine juste avant. Alors, sur déconstruire la QVCT, je me présente juste rapidement. Moi, je suis Mehdi Garnous, je travaille pour une société qui s'appelle Sémaphore. On est situé en région de Rouen, en Normandie, pas très loin de la région parisienne, à une petite heure. Et du coup, nos activités au quotidien, on est prestataire en ressources humaines, donc elles vont être très différentes des consultants qui peuvent intervenir dans notre structure. Mais si je fais en très rapide pour ce qui me concerne, moi, je m'occupe essentiellement de diagnostics risques psychosociaux ou qualité de vie au travail en entreprise. Donc, quand une entreprise souhaite monter une enquête, mesurer finalement où sont les priorités en termes de satisfaction ou d'insatisfaction sur ces sujets et où sont les priorités en termes de risques, aussi quand on parle de risques psychosociaux. Et je réalise aussi tout ce qui est prestations d'assessment, donc d'évaluation, notamment dans le cadre de recrutement ou de mobilité interne. Et aussi, j'ai une équipe qui réalise des bilans de compétences sur le nord-ouest de la France. Bonjour Alice et merci en tout cas. Donc plutôt société transport, logistique, 11 salariés. Super, merci. Ça, c'est en tout cas pour moi assez rapidement. Et je vous propose d'aborder 3 clés en fait aujourd'hui sur la partie QVCT. Première chose, la question des fausses croyances autour de la QVCT. Deuxième chose, en fait, réellement, qu'est-ce que c'est et surtout, comment je peux en faire dans une entreprise assez simplement. Il ne faut pas oublier que sur des activités un petit peu telles que celle-ci, on a toujours tendance à penser que c'est par exemple quelque chose qui est réalisé en tout cas dans des grandes structures, qu'il faut absolument un service RH ou des services en qualité de vie au travail pour pouvoir réaliser des missions. Et en fait, très souvent, quand on regarde un petit peu en quoi consiste la QVCT, on se rend compte qu'on en fait déjà sans s'en rendre compte et que non, ce n'est pas spécialement... en tout cas, vous allez le voir sur quelques idées qui sont derrière, quelques idées saugrenues qui sont malheureusement un peu défendues depuis maintenant quelques années autour de la QVCT. Donc, je vous en parle et on va commencer justement un petit peu avec quelques fausses croyances. Et là, je vous en ai mis juste quelques-unes qui vont suivre derrière. Mais vous allez le voir, il y en a pas mal. Alors, je vous propose peut-être de partager en tout cas les fausses croyances que vous avez déjà constatées ou celles que vous pensez peut-être avoir autour de la QVCT, directement dans les questions. Dans le sens où je pense que depuis maintenant une petite dizaine d'années, vous vous en êtes un petit peu rendu compte, on a un petit changement je pense, de support, raison pour laquelle l'écran est noir actuellement. Vous l'avez sûrement un petit peu constaté ces dernières années, mais dans la tête des personnes, l'idée de ce que c'est que la QVCT, et je reviens juste en arrière pour juste après, dans la tête des personnes, la QVCT n'est pas forcément en tout cas la bonne représentation. Merci beaucoup Antoine.
Et déjà, vous, de votre côté, en tout cas, si vous pouvez me faire un premier retour, qu'est-ce que vous avez constaté comme fausses idées autour de la QVCT et quelles sont celles que vous avez déjà? Donc, n'hésitez pas à les mettre directement dans les questions, en tout cas, si vous le souhaitez, afin de pouvoir un petit peu enrichir les quelques exemples que j'ai. Et sinon, en tout cas, j'avance sur un premier, en tout cas, qui est le principal. Le fait que la QVCT, c'est essentiellement du bien-être. Lorsque vous allez... Alors, on a notamment un petit peu ce stéréotype qui peut arriver assez facilement en tête. La QVCT, c'est proposer du yoga au bureau, des corbeilles de fruits le matin, baby-foot et une PS5 dans la salle de pause ou des jeux de société. Alors, si aujourd'hui, votre seul souci, c'est la question de la convivialité ou d'amener en tout cas des pratiques sportives au bureau, oui, ça peut faire partie de sujets QVCT. Par contre, c'est assez réducteur que de considérer la QVCT de cette façon-là. J'ai envie de dire, quand on en est à se poser la question des corbeilles de fruits, du yoga au bureau ou de la PS5 dans la salle de pause, ça veut dire qu'on n'a aucun souci d'un point de vue QVCT et qu'on est plutôt bon élève sur pas mal de sujets qui vont être essentiels. Parce que ça, finalement, j'ai envie de dire, c'est un petit peu les petits bonbons colorés que vous allez mettre sur le gâteau, mais c'est plutôt le petit geste de fin plutôt qu'un gros projet de QVCT. Et en tout cas, c'est une toute petite partie de ce que ça peut être. Malheureusement, en tout cas pour beaucoup de personnes, c'est l'essentielle idée qui tourne autour de la QVCT. On mettra très souvent, en tout cas, c'est vrai que tout ce qui va être yoga, sport au sein de la structure, ce genre de choses, c'est les premières choses qui sautent aux yeux. Très souvent, c'est faire plaisir, être bien, alors qu'en fait, vous allez le voir, c'est beaucoup plus large que ça. La QVCT, quand on a tendance à la réfléchir, on voit surtout essentiellement le coût. Ça coûte cher et ça n'apporte pas de profit à l'organisation. Alors, si j'étais purement un défendeur de ce que c'est que la QVCT, je prendrais une position très affirmative en disant « mais non, c'est un investissement ». Je ne vais pas faire ça avec vous, parce qu'en fait, réellement, à court terme, oui, il y a la QVCT pour pas mal d'actions, en tout cas, ça peut représenter un coût. Très souvent, c'est un coût en temps. Ça ne veut pas forcément dire, en tout cas, un coût monétaire, dans le sens où il y a des actions QVCT qui, clairement, ne coûtent rien en termes d'investissement. Certaines actions, c'est essentiellement des actions de communication, d'aller chercher de l'implication, de fonctionner de façon participative. C'est très souvent un investissement en temps. Ça ne crée pas de valeur monétaire directe, et donc ça veut dire que cet investissement, il n'est pas, il n'a pas un retour sur investissement à très court terme. Par contre, très souvent, on se rend compte que dans les structures dans lesquelles il y a une QVCT qui est intéressante, qui est bien installée ou ce genre de choses, on a une réduction de pertes, notamment en termes de turnover, de désengagement, de conflits internes, ce genre de choses. Et ça compte aussi bien pour une structure de 4, 5 ou 10 personnes que pour un grand groupe. J'aurais quelques exemples à vous donner justement de ce que ça peut être, parce que notamment, on ne fait pas non plus de la QVCT de la même façon dans une petite structure de 11 personnes comme pour vous, Alice, versus une grande structure parisienne à La Défense. La QVCT, c'est un truc de RH, c'est une discussion de syndicat. Alors oui, en l'occurrence, c'est essentiellement eux qui mènent les actions, ou en tout cas, c'est leur sujet de prédilection. Ça leur retombe plutôt entre les mains. C'est pas à tout le monde de s'en occuper, finalement, c'est entre les mains des décideurs, des élus et des RH. Alors, l'impulsion, très souvent, part des représentants syndicaux, des élus en règle générale, et aussi des sujets de ressources humaines, étant donné que c'est plutôt, en tout cas, des sujets sociaux, de développement de conditions de travail, donc naturellement, ça leur retombe un petit peu entre les mains. Mais ensuite, la QVCT, c'est l'affaire de tous de la faire vivre, de l'entretenir ou de la faire évoluer. En fait, c'est juste de l'amélioration continue des conditions de travail. Aussi bien que, vous allez le faire assez facilement et assez naturellement sur vos process, de vous dire comment est-ce que je fais en sorte pour que les erreurs qu'on a fait auparavant, on ne les reproduise plus et que l'année prochaine, on soit meilleur que ce qu'on a fait auparavant. La QVCT, c'est le même principe, sauf que c'est sur la question des conditions de travail. C'est de se dire, bon, cette année, on a eu tel changement, on s'est rendu compte qu'il y a ça qui ne fonctionne pas très bien dans la boîte, ça commence à être un irritant auprès de nos salariés. Comment on change, comment on teste pour faire en sorte que ça aille mieux d'ici au prochain mois, l'année prochaine ou ce genre de choses. Et ça ne veut pas forcément dire sortir des très grosses solutions hyper coûteuses qui vont tout solutionner. En fait, non, c'est plutôt une logique de petits pas, d'amélioration continue, et de se dire, bon, tiens, cette année, on peut se dire que là-dessus, on est à 2 sur 10. Le but n'est pas d'être à 10 sur 10 l'année prochaine, mais juste de passer à 3 ou à 4.
Et le fait d'avoir une avancée constante de cette façon-là, c'est une façon, un, de lisser les coûts pour la structure, et surtout, deux, d'avancer de façon adaptée et de ne pas bousculer la culture. Et la troisième chose, la QVCT, c'est pour les grandes entreprises. Alors ça, c'est quelque chose qui est en effet un élément assez fort. Il faut un Chief Happiness Officer et un budget. Alors le Chief Happiness Officer, hein, c'est l'image très parisienne qu'on peut avoir de la personne, hein, le responsable du bonheur ou celui qui va se charger en tout cas d'apporter du bien-être au travail auprès de ses salariés. Alors oui, on peut avoir un Chief Happiness Officer, mais non, on n'en a pas besoin pour réussir à faire la QVCT. Et en fait, en réel, j'ai un petit saut sur cette diapo. En fait, on n'en a surtout pas besoin. Et aujourd'hui, pour faire de la QVCT, on a pas mal de structures qui en font, mais en fait, surtout sans s'en rendre compte. Il n'y a pas spécialement besoin d'un budget qui est hyper important. Aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, sur les PME, je pense que lorsque l'on fait du conseil auprès des PME d'un point de vue QVCT, 80% des actions qu'on propose ne nécessitent aucun investissement. Et on en a toujours quelques-unes, en tout cas, qui vont nécessiter un investissement. Mais là, on a déjà eu, il n'y a pas très longtemps, justement, je jouais à Alice avec une société de 11 personnes dans la logistique. Là, il n'y a pas très longtemps, on a eu une action dans une structure plutôt dans le secteur du bâtiment, un bureau d'études. Pour vous donner une petite idée, dans cette structure, ce qu'on y a fait essentiellement, c'est apporter des instants de communication entre l'équipe et la direction. Et l'investissement qu'ils ont demandé, c'était essentiellement d'avoir une douche. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément des choses qui sont extrêmement coûteuses ou utopiques en termes d'attente, mais c'est des choses qui vont justement avoir un impact réel et concret sur le quotidien de travail et sur l'amélioration des conditions. Et juste si on essaye de reprendre un petit peu au global, en synthèse sur les fausses croyances, développer la QVCT, en fait, pour sortir un petit peu de l'image qu'on peut s'en faire, c'est essentiellement prendre conscience des points de force et des points de développement qui existent dans son entreprise. De se dire, en fait, ça, j'ai pas forcément trop à rougir quand je me compare à d'autres structures de ma taille, je suis plutôt bon élève là-dessus. En tout cas, mes salariés sont plutôt bien lotis sur ces thèmes de QVCT. Par contre, ça, c'est des points sur lesquels je peux avancer et sur lesquels je m'engage dans les 3, les 5 ans à venir à faire un peu mieux. Et pour la QVCT, ce n'est pas une vue directe de la croissance ou de la rentabilité, hein, ça il faut se le dire, mais plutôt de viser une expérience positive du collaborateur pour se dire, si jamais les personnes qui bossent avec moi ont plutôt une expérience qui est positive, je vais plus facilement les maintenir, je diffuse une réputation, je vais pouvoir notamment coopter par ce biais, hein, mes salariés vont devenir un petit peu mes premiers ambassadeurs et vont me rapporter aussi des personnes de faciliter les recrutements, parce qu'ils ont une expérience positive et donc ils en parlent positivement à l'extérieur. Et c'est une façon aussi de moderniser les pratiques professionnelles face aux nouveaux enjeux humains et sociétaux, que ce soit des pratiques managériales nouvelles, des nouvelles façons de travailler, des évolutions d'outils ou ce genre de choses. On a plein de choses vraiment dans la QVCT, mais je vous en parle plus précisément dans 2 petites minutes. Et d'ailleurs, il y a quelques années, hein, vous l'avez sûrement vu, hein, je crois que c'était aux alentours de 2014-2015, on ne parlait pas de QVCT, mais on parlait de QVT. Et du coup, on a fait un changement, on a rajouté ce C, qui est arrivé, je crois, hein, si je ne fais pas erreur, entre 2019-2020. Parce que notamment, en fait, il y avait pas mal de dérives autour de la qualité de vie au travail qui avaient essentiellement été considérées comme le fait de développer le bien-être au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas spécialement le cas. La première intention de la qualité de vie au travail, et c'est la raison pour laquelle on a réaffirmé ce C pour le mot condition, c'est de clarifier l'intention première sur la qualité de vie au travail. Ce n'est pas spécialement d'aller chercher du bien-être, comme on l'a dit avec le yoga ou la corbeille de fruits, mais réellement de s'intéresser de façon prioritaire aux conditions de travail, avec des actions collectives qui vont être centrées sur l'activité, sur l'environnement. Donc c'est avant d'être sur le yoga, avant d'être sur la corbeille de fruits, il ne faut surtout pas que ça nous empêche, en tout cas, de regarder réellement comment est-ce qu'on bosse, comment est-ce qu'on communique, quelles sont les conditions de travail dans lesquelles on est au quotidien, et c'est ça sur lequel on doit agir de façon prioritaire. Si on rentre un petit peu dans le détail de la QVCT, de ce que c'est finalement, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, hein, si vous en avez. Comme ça, je pourrais rebondir en direct, vu qu'on est en petit comité, je pourrais en profiter pour en tout cas vous répondre directement au fil de l'eau. Alors, la QVT, d'ailleurs, en 2014, donc il y a eu un ANI qui est sorti, et lorsque vous lisez la définition qui en était donnée, vous allez voir que c'est un peu des grandes intentions, alors certes louables, mais ça manquait un peu d'opérationnalité. Réellement, qu'est-ce qu'on en fait ?
La QVT, quand on en a parlé en 2014, on disait que c'était le sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement, qui englobe l'ambiance, la culture d'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie, de responsabilisation, l'égalité, le droit à l'erreur, et une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. Bon, pas mal de belles intentions, mais réellement, comment j'y contribue? Comment je fais? Donc des belles intentions, mais une certaine difficulté à rendre la chose opérationnelle. Et surtout, voilà, dès qu'on parle de sentiment de bien-être perçu, à partir du moment où on est dans le sentiment, c'est pas évident de réussir à se dire sur quoi est-ce que je joue, quelles sont mes priorités et quelles sont les actions que je mets derrière. En 2020, du coup, on a eu une évolution de l'ANI, un nouvel ANI qui est sorti, et là, cette fois-ci, de la QVCT. Et la QVCT, là, vous allez voir que le discours est un peu plus clair sur ce qui vous est donné. C'est une démarche collective. Et vous allez voir que c'est toujours un petit peu le sujet initial. C'est une démarche collective qui permet, en fait, que peut mener une entreprise ou une association, une structure publique, ça fonctionne partout, qui répond aux finalités qui sont présentées juste en dessous. Il y a une ambition conjointe, c'est de se dire qu'en améliorant le travail, on contribue à la performance globale. En faisant mieux, on assure finalement une meilleure croissance de la société d'un point de vue opérationnel, économique, etc. Il y a 6 grands thèmes sur lesquels on peut agir, ou en tout cas sur lesquels la QVCT invite à agir, pour avancer d'année en année et être meilleur élève dessus. Je vais vous les présenter juste après. Et les éléments de méthode qui sont incontournables autour de la QVCT, c'est naturellement, en tout cas, d'aller viser une participation globale, d'avoir des actions qui vont être collectives et participatives auprès des salariés. Et vous allez voir, notamment sur les actions, en tout cas, qui vous sont proposées tout à l'heure, les choses concrètes, on est clairement dedans à chaque fois. Et là, ici, c'est du coup un peu plus clair, un peu plus opérationnel. Alors derrière les grands thèmes que vous mettez autour de la QVCT, d'ailleurs ça me permet de valoriser en tout cas une structure qui fait beaucoup sur la vulgarisation autour de la QVCT et la publication, qui est l'ANACT. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir on va dire deux grands sujets, on a l'INRS et l'ARACT qui bossent beaucoup sur les sujets des risques psychosociaux, pour faire le pont avec ce que vous disiez tout à l'heure, Antoine. Et si vous souhaitez en tout cas avoir un peu plus de guides sur la partie QVCT, généralement, c'est intéressant de suivre l'ANACT parce qu'ils font de façon régulière des publications sur justement des outils, des méthodes pour bien comprendre la qualité de vie au travail pour tout type de structure. Et donc, comme vous le voyez, dans ces 6 axes, si je commence par le haut, le projet d'entreprise et le management, on va retrouver dedans le sens des actions, la communication, la redescente des infos, le caractère participatif de l'activité. L'égalité au travail, l'égalité face à la formation, face au traitement, face au droit, en règle générale. Le dialogue professionnel et le dialogue social, donc là, c'est le mot-clé principal, en tout cas, c'est le dialogue, mais d'avoir des démarches participatives, d'avoir une écoute aussi des représentations personnelles, des représentations des élus, pardon. Les compétences et parcours, c'est simplement le fait de se dire que dans mon activité professionnelle, je peux développer mes compétences, je peux évoluer, je peux avoir accès à de la formation, je peux avoir accès à des mobilités, ce genre de choses. Santé au travail, prévention, là je reprends le thème qui avait été abordé par Antoine juste avant, risques psychosociaux, troubles musculo-squelettiques, plus largement tout ce qui va être lié aussi à la santé physique ou à la santé mentale. Et tout ce qui est organisation, contenu et réalisation du travail. Donc là, on est vraiment dans l'activité propre, l'organisation, le management, le caractère participatif des activités, la façon de se réunir au travail, de discuter du travail. Donc on est vraiment plus axé en tout cas sur l'activité professionnelle que ce qu'on pouvait avoir au niveau de la QVT précédemment. Et si on avance justement un petit peu, je vais les passer assez rapidement ces slides, mais c'est pour vous donner ce contenu et que vous puissiez y avoir accès notamment en PDF et replonger dedans, notamment lorsque vous allez souhaiter un peu reprendre ces sujets-là. L'organisation, le contenu et la réalisation du travail, leurs intentions principales, c'est permettre à chacun et à chacune de faire un travail de qualité dans de bonnes conditions, que ce soit d'un point de vue matériel, en termes de temps ou physique. Donc là, déjà, ça vous donne les 3 axes sur lesquels on peut intervenir. Et c'est aussi avoir une organisation de travail qui facilite l'activité, qui donne du pouvoir d'agir, donc vraiment un caractère participatif et engageant, et qui favorise l'équilibre entre vie pro et vie perso. Donc en gros, il y a toujours une chose que je vous invite à avoir, c'est de se dire, voilà, sur ces 2 points-là, si je devais me donner une note de 1 à 10 auprès des salariés qui sont dans mon entreprise, est-ce que je pense que je suis plutôt à 8 ou à 9, par exemple?
je pense qu'au sein de ma structure, mes salariés sont plutôt bien lotis d'un point de vue organisation, contenu et réalisation du travail? Ou est-ce que je me situe plutôt à 3 ou à 4? Et en effet, si je suis plutôt à 3 ou à 4, c'est peut-être une action que je dois un peu prioriser sur l'année à venir. Qu'est-ce que je peux proposer pour faire en sorte d'avancer? De ne pas être parfait l'année prochaine, mais de se dire qu'on ne sera plus à 3 ou à 4, on sera plutôt à 4 ou à 5. On aura proposé un aménagement, une solution, quelque chose pour faire en sorte qu'on s'améliore un petit peu sur ce sujet-là, qui est plutôt une situation problème, voire même un irritant. Parce qu'en effet, quand je suis assez bas en QVCT sur un sujet, sur un thème, ça me crée en règle générale des difficultés, c'est un irritant, voire même ça me donne des situations complexes à gérer de façon régulière. Et quelques exemples, en tout cas, qui sont donnés. Là, encore une fois, ce que je vous donne, c'est essentiellement apporté par l'ANACT. Discuter des questions d'organisation et de réalisation du travail, par exemple de la charge, comment on le planifie, le contenu, l'organisation. Donner des marges de manœuvre aux salariés pour permettre d'améliorer leur travail, c'est étendre vers l'autonomie, vers plus d'activités, des compétences qui s'élargissent, et associer les salariés aux projets de changement qui concernent leur travail. Je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, d'un point de vue QVCT, on avait une structure il n'y a pas très longtemps de 8 personnes. Pour venir un petit peu cocher ça, on avait dit oui, en effet, par exemple, ça on le fait. On a eu un déménagement il n'y a pas très longtemps. Et en fait, on a sorti une maquette de ce qu'allait être le futur projet de déménagement. Et on a demandé à chacun, avec des Legos, de construire grosso modo ce qui leur paraissait intéressant comme façon de travailler, aussi bien dans la partie atelier que dans les parties bureau. Et ça n'empêche pas, en tout cas, le dirigeant de garder un élément décisionnaire entre les mains, mais il fait proposer par les salariés, il fait participer aux salariés aux décisions importantes de l'entreprise, et ça apporte réellement un engagement et une fluidité dans la communication qui est hyper intéressante. Notamment encore plus, j'ai envie de dire, en TPE et en PME, où cette culture-là, familiale, potentiellement, la proximité est hyper importante. Sur les questions de projet d'entreprise et de management, le but, c'est de trouver du sens et de donner du sens au travail, avec notamment vis-à-vis de la stratégie de l'entreprise, et de mener son activité de façon efficace et satisfaisante à l'écoute et avec le soutien du management. Donc réellement, proximité managériale et partage de la stratégie d'entreprise. Donc là, partager les attendus vis-à-vis du management en matière de soutien aux équipes. Donc là, c'est développer une culture managériale plutôt bienveillante, à l'écoute, ce genre de choses, avec des pratiques, en tout cas, qui sont respectueuses. Veiller à la qualité de l'information et de la communication interne. Donc c'est est-ce qu'on met en place des outils pour faciliter la communication? Est-ce qu'on met de l'affichage? Est-ce qu'on va mettre en place des choses, en tout cas, pour plus facilement diffuser les actualités de l'entreprise? Associer les salariés au projet de changement en ce qui concerne leur travail, c'est tiens, on va mettre en place une nouvelle machine, on va mettre en place quelque chose. C'est pas que le dirigeant qui va mettre en place. Je vais prendre en plus un salarié un peu référent sur le sujet qui va participer sur cette activité pour prendre la main dessus et gagner en compétences. C'est des choses qui sont très souvent, en tout cas, vous le voyez ici dans les choses que je propose, c'est pas des choses qui sont révolutionnaires en termes d'activité, mais c'est plutôt beaucoup de bon sens dans ce qui est proposé finalement dans la QVCT. Et comme je vous le dis très souvent, c'est plutôt un investissement en temps et un réflexe à avoir plutôt que des gros investissements financiers. Sur la partie égalité, là, on revient vraiment sur des sujets en plus qui sont très actuels. Assurer un égal accès à la qualité de vie et au travail pour tous et pour toutes et tous, pardon. Alors ici, ça pointe une chose en particulier sur laquelle vous êtes un peu moins concerné en tant que TPE, PME, mais naturellement, la QVCT, donc, quand vous regardez une grande structure, les sièges sont bien mieux lotis, en règle générale, que les structures industrielles, que l'entrepôt logistique, ce genre de choses. C'est plus facile, entre guillemets, ou plus simple à apporter de la qualité de vie au travail au sein d'une équipe siège de fonction support, ce genre de choses, que dans une industrie ou que dans un entrepôt logistique. On ne peut pas faire les mêmes actions. Et en plus, très souvent, vu que ce sont des interlocuteurs sièges qui réfléchissent aux actions QVCT, naturellement, les actions se portent prioritairement vers le siège, parce qu'ils sont eux-mêmes concernés. Et donc, chercher à résoudre des inégalités de conditions de travail, d'emploi selon les populations, âge, métier, etc. Donc là, évidemment, on a tout ce qui est notion de discrimination, de politique RH qui sont derrière. Et donc, on a aussi la prise en compte des situations particulières, comme qu'est-ce que je peux faire pour faciliter, par exemple, lorsque j'ai une salariée qui a une grossesse, est-ce que moi, en tant qu'employeur, je prends un engagement d'un point de vue qualité de vie au travail qui est de se dire, je vous donne un exemple qu'on a chez nous, nous, à partir du moment où la grossesse arrive dans les derniers mois, si jamais la personne en fait la demande, elle peut accéder à un peu plus de télétravail que ce qu'elle fait habituellement, du moment que c'est cohérent vis-à-vis de ses activités.
Ça peut être aussi, en tout cas, des aménagements de temps de travail, des horaires un petit peu décalés, ou le fait de pouvoir faire ses rendez-vous médicaux sur son temps de travail afin de lui faciliter la planification. Ça, c'est de la QVCT. Par exemple, la prise en compte des maladies chroniques, du handicap, de la monoparentalité, des situations d'aidants. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut lancer tous les chantiers quand on fait de la qualité de vie au travail. C'est de se dire, cette année, on va faire une action pour ça. Et on va le rentrer, on va le ritualiser dans notre façon de travailler au quotidien. L'année prochaine, on fera autre chose. Donc, pas besoin de tout lancer d'un coup, voire même, j'ai envie de dire, ne le faites pas, parce qu'il faut aussi que ça rentre dans la culture de votre entreprise et que ça ne vienne pas chambouler. Parce que naturellement, une très bonne action, même d'un point de vue QVCT, elle va à la fois faire des ravis, des heureux, pour ceux qui vont les recevoir, mais vous allez voir que dans le collectif, parfois, vous avez des réactions qui sont plus mitigées. Parce que si je commence à donner certains avantages, par exemple, à un certain type de population, j'en ai d'autres qui vont se sentir potentiellement lésés. Donc il faut en tout cas prendre le temps d'amener les choses de la bonne façon, de les communiquer proprement pour éviter finalement un retour de bâton qui n'aura pas été spécialement calculé. Et en plus, pour vous, en tant que dirigeant de PME ou référent prévention, il n'y a rien de plus frustrant de se dire on fait quelque chose pour que les choses avancent et qu'elles aillent mieux, et le retour que malheureusement on a, il n'est pas aussi positif qu'on ce qu'on avait imaginé. Donc ça, c'est vraiment la frustration qu'on peut avoir de façon régulière. L'équité des pratiques RH, l'embauche, la formation, les évolutions professionnelles, là on est vraiment dans classique de la politique RH, discrimination, égalité des chances face à la formation, mobilité interne, donner la possibilité d'évoluer professionnellement, la répartition équitable des avantages sociaux ou des conditions de rémunération, par exemple. On est vraiment dans la politique RH. Et la question des inégalités en matière de conditions de travail. Donc là, on est sur l'inclusion, la question de l'embauche femmes-hommes, des jeunes, des seniors, des services ou les métiers. Et vous voyez, c'est intéressant parce que ce week-end encore, j'ai lu un article où est-ce que j'avais vu une offre d'emploi qui commençait par recherche homme préférentiellement dans l'offre d'emploi. Donc, on a encore des offres dans lesquelles on a des pratiques de discrimination, et c'était une TPE qui mettait ça en avant pour un métier de manutention. Donc, autant je veux bien comprendre cette préférence, autant d'un point de vue purement politique RH, on ne peut pas spécialement l'afficher. Et ça aussi, ça fait partie de la QVCT. Et surtout, il n'y a pas de, entre guillemets, ça reste de la discrimination en tout cas de le faire. Donc, une femme ou un homme, même face à des métiers physiques, doivent être égales en droit et en considération lors de leur recrutement. Et sur la partie dialogue social professionnel, je vais les passer un peu plus vite ici. Faciliter les possibilités de parler au travail. Donc là, on a les échanges avec le CSE, le management, ce genre de choses. C'est tout simplement d'avoir des temps d'échange, des temps où on va pouvoir collaborer, travailler ensemble, avoir des espaces de discussion au travail et contribuer à la visibilité des instances ou des personnes qui sont en charge du dialogue social. Ça veut dire faire de la QVCT, par exemple, encore ici. C'est je viens de passer mon nombre de salariés où est-ce que je dois avoir un CSE. J'ai une formation réglementaire à lui faire, je lui fais faire. Je l'autorise à communiquer sur les éléments du CSE, je collabore avec lui, on a un échange de façon régulière. En fait, finalement, je respecte mes obligations en tant qu'employeur et surtout, j'anime le dialogue social dans le cadre de mon entreprise. Là, encore une fois, c'est l'application finalement de la loi et des attentes, mais finalement, ici, encore une fois, beaucoup de bonnes pratiques qui sont assez simples à mettre en œuvre. Et encore une fois, d'un point de vue coût, c'est pas grand-chose. Sur la partie compétences au travail et parcours professionnel, c'est plutôt le fait de pouvoir se développer et d'envisager son avenir professionnel. Donc là, c'est comment on recrute, comment est-ce qu'on intègre, comment est-ce qu'on fait en sorte de développer des bonnes pratiques d'un point de vue recrutement et d'intégration. Intégration, c'est un gros sujet. Aujourd'hui, on a beaucoup de structures sur lesquelles l'intégration est un point noir. On arrive à recruter, mais on se rend compte que nos pratiques d'intégration, donc les 2-3 premiers mois de l'arrivée d'un salarié, elles sont clivantes, elles sont difficiles. On a des retours d'expérience qui ne sont pas spécialement bons, voire même on perd des personnes parce que soit en termes de recrutement, on n'a pas mis le curseur au bon endroit, soit en termes d'intégration, on n'a pas mis les moyens, en tout cas, pour fidéliser cette personne et lui permettre une intégration réussie rapidement. C'est vraiment un gros sujet que je trouve dans beaucoup de structures actuellement quand on pose un peu la question. Proposer des modalités d'apprentissage qui sont adaptées aux besoins des personnes de l'entreprise, donc là réellement de la formation, ce genre de choses. Accompagner et faciliter les trajectoires professionnelles, de la mobilité interne, d'être ouvert potentiellement à des parcours de formation, de l'alternance, des reconversions, ce genre de choses, et permettre les mobilités entre les métiers et des activités. J'ai quelqu'un qui a un BTS en logistique qui, depuis maintenant quelques temps, si je prends l'exemple d'Alice, est en conduite.
cette personne me demande d'aller sur des activités plus d'entrepôt, ce genre de choses, pour retrouver une certaine forme on va dire de confort dans son quotidien parce qu'il vient d'être papa ou qu'elle vient d'être maman, et la réponse QVCT, c'est je le considère, je vois si c'est possible et si je peux proposer cette chose-là. Donc, encore une fois, c'est des choses qui peuvent être très concrètes du quotidien. Et encore une fois, ça ne veut pas forcément dire oui à toutes les situations. On ne peut pas forcément le faire à chaque fois, notamment dans une TPE-PME, où on n'a pas 70 postes à pourvoir et que les possibilités ne sont pas énormes. Santé au travail et prévention, donc là, on va retrouver faire de la prévention, finalement. Tout ce qui est sujet des RPS, des TMS, en fait, ils sont dedans. Donc, c'est faire de la prévention primaire professionnelle et à s'assurer que l'organisation et le management favorisent la santé au travail. Donc ça, c'est déjà des choses qui sont assez régulièrement mises en avant vis-à-vis de vos obligations employeurs en termes de santé, que ce soit santé physique ou santé mentale. Donc, je ne reviens pas spécialement dessus. Prévention primaire des risques, pilotage du management en réfléchissant avec les managers aux conditions et moyens à réunir, et favoriser l'organisation du travail de transformation, faire en sorte qu'elle soit participative en les associant à les salariés. Et finalement, si je synthétise rapidement ce qui a été dit ici, la QVCT, c'est un condensé finalement de bonnes pratiques qui sont à mettre en œuvre dans une entreprise pour faire en sorte que le collectif de travail fonctionne. Et que notamment, on ait on ait un espace assez ouvert de travail sur lequel on est dans l'amélioration continue des pratiques, pas seulement d'un point de vue process, mais aussi d'un point de vue relationnel, développement de compétences, etc. C'est adresser finalement le sujet de façon régulière, de faire la QVCT pour faire évoluer les pratiques année après année. C'est agir de façon collective avec l'ensemble du personnel pour impliquer et instaurer de bonnes pratiques de communication. Et c'est aussi partir du principe que développer la QVCT, c'est développer de la santé sociale. Et du coup, en conséquence, derrière, c'est aussi développer de la santé organisationnelle et économique de la structure. En fait, c'est partir du principe que si on fait mieux humainement en termes de conditions de travail, on aura un impact positif sur la santé de la société. Et aujourd'hui, c'est des choses qui se montrent très vraies. On a notamment, j'ai envie de dire, nous, dans les structures qu'on accompagne, des bons et des moins bons élèves sur la partie QVCT. Et le premier impact, c'est sur le turnover. Les entreprises dans lesquelles on a une QVCT qui est très positive, on constate un niveau d'attachement, d'engagement et qui est plus fort et un turnover du coup qui est plus faible dans les structures. Et globalement, une satisfaction des collaborateurs qui est beaucoup plus importante. Et en fait, ce qui est très souvent apporté, notamment dans les structures qui proposent pas mal de QVCT, et sur lesquelles les cotations sont plutôt bonnes, c'est que, notamment c'est un sujet aussi qui apparaît, c'est si jamais je suis satisfait de mes conditions de travail, de mes échanges avec mon management, de mes échanges avec mes collègues, finalement de toutes ces choses qui font mon quotidien est agréable, j'ai aussi des demandes moins importantes sur d'autres choses. Il y a d'autres structures sur lesquelles on me dit on ne comprend pas, en fait, nous, la seule demande qu'on a, on n'a jamais de demande sur d'avoir des meilleures conditions de travail ou quoi que ce soit, la seule demande qu'on a, c'est sur la rémunération. En fait, si jamais il n'y a pas d'axe de QVCT qui se développe, si la seule moyen d'avoir de la reconnaissance et de l'amélioration de ses conditions au quotidien, c'est de jouer sur la rémunération, c'est naturellement quelque chose qui est demandé. Mais aujourd'hui, lorsqu'on agit sur la QVCT, très souvent, vu qu'on satisfait d'autres sujets auprès des salariés, c'est une façon d'apporter de la reconnaissance et de la considération autrement que purement par la REM. Et c'est un point qui n'est pas négligeable. Et là, si je vous dis réellement, quand on est cabinet conseil ou quand on veut faire de la QVC dans une petite entreprise ou dans une grande entreprise, comment on en fait? Je vous donne en tout cas quelques axes pour terminer un petit peu ces éléments-là. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, je reste disponible pour pouvoir y répondre. En fait, quand on fait de la QVCT, ce qui est hyper important, c'est de pouvoir agir avec méthode. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a beaucoup de structures, notamment des petites structures, qui font un petit peu de la QVCT au doigt mouillé. Alors, quand je dis au doigt mouillé, c'est je suis dirigeant, je pense que ce qui serait bon pour mes salariés, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ou en tout cas, moi, j'aurais apprécié ça quand j'ai travaillé auparavant. J'ai eu un retour de mon assistante qui m'a dit que ça, c'était hyper important pour les équipes, de son regard, finalement, dans l'activité. Et je vais partir un petit peu tout seul pour déployer des actions QVCT.
En fait, si jamais j'agis pas de façon méthodique et de façon structurée, le risque, en fait, c'est que je déploie des choses qui ne soient pas spécialement soit bien reçues, soit considérées comme utiles par les équipes, par la structure, par les personnes qui le reçoivent. Et en fait, très souvent, ce qui est hyper intéressant avec la QVCT, pour vous, c'est de pouvoir agir de façon collective, participative. Ça ne veut pas forcément dire prendre beaucoup de temps. Je vais vous proposer des actions juste derrière, pour améliorer, en plus, de façon notable, l'engagement et le sentiment de reconnaissance, de proximité avec les décisionnaires. C'est tout bête, mais en fait, faire une démarche de QVCT, c'est déjà faire de la QVCT. Demander aux salariés de se réunir, de se dire, bah tiens, vendredi après-midi, on fait un petit temps de convivialité, le midi, on fait un barbecue, alors peut-être pas au mois de novembre, mais de se dire, bah tiens, on a une bouffe pour Noël, et pendant 1 heure et demie après, à suite à notre repas de Noël, bah, on va poser les actions QVCT, où est-ce que je vais vous demander qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas, et donnez-moi des idées sur qu'est-ce que vous souhaiteriez voir évoluer sur l'année prochaine, afin que les conditions de travail soient encore meilleures. Bah, rien que ça, c'est une action QVCT. Et c'est une action QVCT qui est adaptée à une structure type TPE. On n'a pas besoin d'avoir un process hyper lourd, parce que là, c'est une action collective, c'est une action conviviale, et c'est une action qui me permet d'avoir des remontées du partage avec les salariés sur la stratégie qui va être employée. Les salariés me font des remontées. Derrière, on se réunit à l'occasion d'un café 3 semaines plus tard en disant, bah, écoutez, vous avez proposé ça, 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 et voilà ce qu'on va faire. Je vous partage la stratégie de ce qu'on va faire d'un point de vue QVCT. C'est encore une fois de la QVCT. Et le plan d'action derrière qui est mis en place, bah, c'est exactement la façon de faire de la QVCT dans une entreprise type 8-10 personnes. Et ça fonctionne déjà très bien. Et je vous donne par exemple un exemple pour une TPE-PME. Bah, en fait, ce qu'on peut faire, si on en a, c'est de sortir un peu les indicateurs QVCT, de faire un état des lieux de ce qui existe au sein de la société. Je suis dirigeant, je me pose avec peut-être 1 ou 2 salariés de confiance qui sont avec moi depuis longtemps. On prend tous les indicateurs de la QVCT que j'ai listés juste avant et on se dit, attends, qu'est-ce qu'on a déjà? Sur quoi est-ce qu'on est plutôt bon élève? Qu'est-ce qu'on fait déjà finalement en termes de QVCT? Parce qu'en fait, très souvent, vous avez déjà pas mal de pratiques, mais c'est juste que vous vous en rendez pas compte. Qu'est-ce qu'on fait déjà en termes de QVCT? Bah tiens, on a des EPI qui sont de très bonne qualité, on a fait en sorte d'acheter du matériel qui est très reconnu, qui est très apprécié par les salariés, on a certaines facilités horaires, on va lister, on va voir déjà tout ce qu'on a. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de faire une petite remontée des points d'insatisfaction. Soit je peux le faire avec les managers de proximité, soit je peux faire en sorte de... Alors, dans les grandes entreprises, on va faire un questionnaire. Dans les plus petites structures, on va juste lancer le dialogue. On va ensuite déterminer les sujets QVCT sur lesquels l'organisation souhaite agir prioritairement. Bah, j'ai eu des remontées des salariés qui m'ont dit que ça, c'était prioritaire. Et moi, si je suis dirigeant, j'ai aussi un engagement sur lequel je me dis, moi, je pense qu'on doit absolument évoluer là-dessus parce que c'est une nécessité pour l'entreprise et que c'est un engagement que je prends. Et ben, je vais prendre 2 actions principales sur lesquelles je vais évoluer sur 2026. Et voilà le plan d'action qu'on déploie pour faire en sorte que ça bouge. Voilà qui va le faire, comment on avance et quel objectif on va atteindre. On va faire potentiellement alors, ce qui peut être en plus intéressant, si vous le souhaitez, c'est de se dire, bah tiens, on a priorisé 3 sujets. Il y a 3 sujets QVCT sur lesquels on veut travailler. Ça va être la question des horaires, ça va être la question, par exemple, du management de proximité et de la communication avec l'entreprise. Voilà, il y a ces 3 sujets-là. Bah, je vais voir les 8 ou 10 salariés qui comptent mon entreprise et je leur dis, bah voilà, il y a 3 paperboards devant vous. D'après vous, faites-moi des propositions qui feraient que, bah, déjà, vous me dites un petit peu ce qui ne marche pas et vous me faites des propositions de ce qui pourrait être intéressant à faire pour que ça aille mieux. Et là, vous faites participer les salariés, vous leur faites proposer des choses. Et même même les personnes qui habituellement n'ont rien à dire, au bout de quelques minutes, il y a forcément des propositions qui apparaissent. Et en plus, parfois, c'est des choses qui sont, et bien souvent, mais d'ailleurs, c'est des choses qui sont hyper intéressantes et beaucoup plus simples que le dirigeant avait imaginé. Et bah, on met un plan d'action annuel, qui fait quoi, comment, et on déploie. Et ensuite, on anime, et on réalise le plan d'action. Et je vous donne quelques exemples. Là, on a eu une structure, il n'y a pas très longtemps, hein, donc un bureau d'études, 10 personnes que nous, on a rencontrées parce que la situation était très difficile en interne. En gros, le bureau d'études était dirigé par 2 personnes et il y avait un des 2 dirigeants qui était démissionnaire. Donc nous, on les rencontre dans ces conditions-là. C'est une structure dans laquelle il fait plutôt bon vivre. Les salariés étaient plutôt satisfaits. Par contre, le moral était hyper miné par la situation. Plusieurs personnes commençaient en tout cas à vouloir être sur le départ parce que c'était difficile. Et le dirigeant a dit, bon, ils ont réglé la situation finalement vis-à-vis de la direction, et ils se sont dit, bon, on va faire une petite action QVCT, histoire de voir un petit peu
relancer une dynamique un peu positive dans la structure, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, en 4 ans derrière, suite à cette action, donc déjà, première chose, ils n'ont perdu personne, alors qu'il y avait quasiment la moitié des salariés sur lesquels il y avait une intention en tout cas de partir, même des personnes qui avaient déjà lancé des entretiens, ce genre de choses. On a même une salariée qui était partie, qui est revenue, à peu près 1 an après le départ, en tout cas, du précédent directeur. Et donc, en fait, ce qu'ils ont mis en place, c'est des journées de télétravail. Alors, on est dans un bureau d'études, hein, donc naturellement, ce sont aussi des métiers qui le permettent un peu plus facilement. Une coupure du midi variable. Donc, certains peuvent prendre une pause en 45 minutes. Et il y a d'autres personnes, en fait, qui ont développé dans le collectif une habitude, un petit collectif de travail qui va dans la salle de sport qui est juste à côté. Ils peuvent prendre jusqu'à 2 heures de pause, du moment qu'ils font en tout cas leurs horaires. Ils choisissent. Et que ça ne met pas à mal, en tout cas, leurs activités. Mais donc, une coupure midi variable. L'employeur, il a pris un engagement, c'est de se dire il y a une formation stratégique que lui décide et il y a une formation que le salarié propose chaque année. Donc chacun des salariés a 2 formations par an. Une formation imposée et une formation choisie. Les salariés avaient demandé juste un agrandissement de la salle de pause qui clairement faisait 5 mètres carrés et la mise en place d'une douche. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'ils ont fait 2 ans après. Et les salariés, on va demander aussi une évolution du logiciel. Ils travaillaient sur un logiciel de dessin dans le bâtiment, en fait, qui était un peu obsolète. Ça faisait des années que les directeurs freinaient finalement à l'évolution du logiciel, parce que j'imagine que c'était un coût qui était assez important. Et bah, ils l'ont fait, en tout cas, par la suite. Donc, ces actions-là, ce sont des actions QVCT. Et vous voyez, encore une fois, il n'y a pas de corbeille de fruits, il n'y a pas de séance de yoga. Et je vous donne un autre exemple. Je vais même tous vous les afficher. Hein. Une société de charpente, donc secteur du bâtiment. Le directeur, dans cette société de charpente, il y avait beaucoup de demandes autour de la rémunération. Alors, le bâtiment, c'est un secteur qui est assez tendu sur cette partie-là. Il y avait un gros secteur. Et en fait, le dirigeant a mis en place une rémunération variable basée sur la performance chantier des équipes. Donc, en gros, si le chantier était livré avec une bonne marge, avec une belle performance, pas de perte en termes de matières premières et que tout avait été géré de la bonne façon, il y avait une prime qui était déclenchée. En fait, un pourcentage de la marge qui avait été dégagée par la suite. Et donc, en fait, ce qui est top, c'est que là, l'intérêt de l'employeur, c'est le même que l'intérêt du salarié. Donc, en gros, si l'employeur marge bien, le salarié est rémunéré avec une prime. Donc là, du coup, ça a lancé une belle dynamique. Et surtout, ça a fait aussi que les salariés sont intéressés par qu'est-ce qui fait qu'une activité est rémunératrice finalement pour la structure. Ça amène des discussions qui sont hyper intéressantes. Ils ont placé l'activité qui était auparavant sur 5 jours, ils l'ont passé sur 4 jours et demi. Et ils ont mis en place un programme de formation qui n'existait pas auparavant. Et là, je vous parle d'une société de conseil qui est celle dans laquelle je suis, hein, pour vous donner une petite idée. Nous, dans notre structure, et là, vous voyez, en tout cas, c'est des choses qui sont très différentes d'une structure à l'autre, hein, ce n'est pas les mêmes actions. Nous, dans notre structure, on a ce qu'on appelle un chargé de convivialité. Ça veut dire qu'en fait, on est à peu près 80 personnes dans la société. Et en fait, une fois par an, chacun des salariés a un rôle, c'est celui de chargé de convivialité. C'est un rôle tournant, une semaine par mois. Quand il est chargé de convivialité, en fait, il a un budget de 50 € pour faire les petits achats d'épanne qui manquent, thé, café, j'ai cassé ma souris, est-ce que tu peux aller en racheter juste à côté, etc. Et il a un budget aussi jusqu'à 100 € pour faire une action de convivialité vers ses collègues. Donc en fait, on a parfois certains ramènent le petit-déj, d'autres vont faire une action type découverte, il y en a certains qui ont proposé d'aller courir. C'est en fait des actions qui sont tout à fait différentes, mais c'est chaque salarié, en tout cas pour animer un petit peu le collectif, a l'obligation de le faire. On a le principe des heures réflexes, en fait, qui sont... lorsque l'on fait des heures sup, on peut cumuler ce qu'on appelle des heures réflexes, qui fait que, plutôt que de les récupérer ou quoi que ce soit, avec des systèmes de récupération, on a la possibilité, en tout cas, de venir commencer plus tard, terminer plus tôt, avoir une pause midi un peu plus longue, ce genre de choses, en tout cas pour gérer un petit peu en bonne entente ces heures supplémentaires qui ont été faites. Notre structure, elle a mis en place, par exemple, des aménagements de temps de travail. L'aménagement de temps de travail, c'est le fait de pouvoir quitter soit 2 heures plus tôt une journée par semaine, d'avoir une demi-journée banalisée une fois toutes les 2 semaines, ou une journée offerte une fois par mois. Et ce qu'on appelle les primes collectives MO, donc c'est marge opérationnelle, c'est que chaque trimestre, si la marge opérationnelle est supérieure à tant de pourcents, il y a un système de primes collectives qui se déclenche.
Donc, c'est des choses qui sont très, très différentes d'une structure à l'autre. Il n'y a pas une solution qui existe et qui fonctionne pour toutes les sociétés. Et là, je vous montre, par exemple, quand on fait, par exemple, un projet QVCT pour une grande structure, voilà ce qu'on fait. On crée alors, évidemment, c'est plus lourd. Là, c'est quand on est sur une grande société, au moins, à partir de ce qu'on est sur 300, 400 personnes, on commence à avoir des choses un petit peu de ce type-là. Il y a la création d'un comité de pilotage, donc très souvent des élus, des représentants salariés, la direction. On va sortir les indicateurs RH. Est-ce que les indicateurs sont plutôt au vert? Et aussi les dernières évolutions qui sont arrivées dans la structure ou qui sont à venir. Très souvent, d'ailleurs, les projets de QVCT sont aussi très liés à des situations actuelles. Un truc qui est tout bête, tiens, en fait, on a une nouvelle activité qui est arrivée qui a posé un nouveau souci, qui a posé quelque chose qu'on ne connaissait pas auparavant. On va mettre une action de QVCT en face pour faire en sorte de le corriger ou d'améliorer les choses. Très souvent, dans des grandes structures, on va passer par du questionnaire pour faire en sorte d'avoir des retours de différentes structures, de différents métiers ou de différents services, voire même de différents sites. Et ça, c'est la partie qui a tendance à être coûteuse en temps et en argent. Ça, il ne faut pas se le cacher. Dès qu'on commence à faire du questionnaire, qu'on a des grandes structures, c'est des projets qui peuvent faire plusieurs milliers d'euros ou plusieurs dizaines d'heures d'investissement, en tout cas en interne. Très souvent, une fois que le questionnaire est passé, même principe que quand on est dans la PME, on va isoler 3-4 thèmes sur lesquels on souhaite en tout cas avoir des retours. Et on va créer des ateliers participatifs d'équipe en disant, voilà, le questionnaire a dit ça, notamment dans votre service, il y a ça, ça, ça qui est ressorti. Faites-nous des propositions de ce qui pourrait être amélioré. Et là, donc, ça va être entre quelques heures d'animation d'atelier, voire même jusqu'à une 10 ou une vingtaine d'heures. Derrière, sélection des actions qui sont à mettre en place, plan d'action et on anime. Évidemment, c'est beaucoup plus lourd dans ces cas-là. Là, c'est des heures et des heures à passer et très souvent, ces structures-là font appel à des cabinets conseils pour justement animer tout ça. Et là, si je vous donne deux exemples, dans une structure donc, qui est en région parisienne, qui est un groupe international avec 12 000 personnes, par exemple, les actions QVCT qu'ils ont fait l'année dernière, c'est la refonte du télétravail par service, où en fait, jusqu'à maintenant, ils avaient le droit à 3 jours de télétravail par semaine. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en fonction des équipes, ça marchait ou ça ne marchait pas. Et en fait, ils ont dit, bon, on bouscule un petit peu la charte de télétravail. Vous avez le droit au maximum à ça, mais vous vous organisez de la façon dont c'est le plus efficace pour votre service. Donc, si vous ne souhaitez pas faire 3 jours, mais que 2 jours, si vous souhaitez faire en sorte d'avoir un jour qui est obligatoire de présence et 2 jours vous faites ce que vous voulez. Du moment que c'est l'équipe qui choisit, qui se met d'accord sur une organisation. Et chaque année, vous pouvez changer l'organisation pour s'adapter aux contraintes de l'équipe ou aux changements. Ils ont donc ce groupe international priorité CSE. Quand je l'ai écrit, je savais très bien ce que je voulais dire, mais là, j'ai oublié. Ils ont mis en place aussi des aménagements pour des maladies chroniques, donc notamment face à des situations de cancer ou ce genre de choses. Et ils ont aussi développé des actions pour développer l'égalité homme-femme. C'est une structure qui, structurellement, depuis toujours, à peu près toujours 60-70% d'hommes et entre 30 et 40% de femmes. Donc, ils font en sorte de développer justement la présence féminine et le women empowerment à chaque année et faire en sorte que la voix des femmes soit un peu plus entendue et que notamment aussi les modes de travail ou les modes relationnels évoluent un petit peu au sein de la structure. Et là, sur un ETI qui est un grand grossiste dans le secteur du bâtiment, c'est la structure, ce qu'elle a mis plutôt en place, c'est un parcours d'évolution et de mobilité et de formation professionnelle. Donc de se dire, en interne, je suis agent logistique, j'ai un parcours pour pouvoir devenir commercial à 3 ans. Je suis commercial, je veux devenir manager, j'ai un parcours pour pouvoir devenir manager. Ça, c'est des choses en tout cas qui se développent en interne. Et surtout, c'est une structure qui est très familiale et assez ancienne. Et en fait, ils ont développé depuis 5 ans une sensibilisation aux pratiques managériales plus participatives, qui était clairement en dehors de leur culture il y a encore quelques années. Donc ces actions-là, c'est clairement des actions QVCT. Et pas besoin de faire en tout cas purement du bien-être. Là, je vous ai mis juste une petite chose qui peut être intéressante en tout cas pour vous. Si vous souhaitez tester un petit autodiagnostic, il y a l'ANACT en tout cas qui propose un autodiagnostic QVCT. Soit vous pouvez faire seul, soit vous pouvez faire avec certains de vos salariés, par exemple, si vous le souhaitez. C'est intéressant toujours d'avoir le retour, histoire de voir si votre vision est la même que celle de vos salariés. Et donc, pas besoin de gros outils ou d'un service RH ou encore d'un cabinet d'expertise pour faire de la QVC dans une PME, pour attaquer tout de suite. Pas très compliqué. Il n'y a pas un bon programme de QVCT qui correspond à toutes les entreprises. D'ailleurs, si on vous le dit, c'est faux. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Tout dépend de la culture, de la taille, de l'activité.
et des priorités du moment. Et faire de la QVCT, c'est faire chaque année de petits pas. Pas besoin de faire une grande révolution. Si déjà chaque année, vous vous dites: «Je fais 1 atelier ou 2 ateliers où est-ce que je pose la question à mes salariés de se dire: qu'est-ce qui va pas? Voilà les grands sujets de la QVCT et qu'est-ce qu'on change pour être meilleur l'année prochaine?» Bah, déjà, en fait, c'est top. C'est en tout cas déjà une première façon de faire de la QVCT, une première façon d'avancer. Et justement, c'est ça un petit peu le but de la QVCT, c'est et si on commençait à avancer? Je reste disponible en tout cas si vous avez encore quelques questions, même si je vois que le chat est assez calme. J'imagine qu'on a pas mal de personnes qui sont inscrites pour récupérer le webinaire par la suite. Mais en tout cas, si vous en avez des questions, n'hésitez pas, je peux en tout cas y répondre. Merci beaucoup Mehdi pour la présentation. Effectivement, je pense qu'on a pas mal de personnes qui regarderont plutôt le replay et qui n'ont peut-être pas pu se connecter, hein. On sait bien les difficultés que les décideurs de TPE ont parfois à pouvoir se connecter sur ce type de rendez-vous, mais c'est pas grave. Vous pourrez les retrouver de toute façon, d'une part sur votre boîte mail lorsque vous recevrez le lien pour pouvoir visionner le replay. Et si jamais vous souhaitez visionner les replays de nos anciens webinaires, je vous mets le lien directement dans le chat. Voilà, c'est un espace sur lequel on rassemble l'ensemble des webinaires que l'on a diffusés sur la santé au travail. Donc, vous verrez qu'on a abordé pas mal de thèmes hein, depuis le début de l'année. On a abordé des sujets tels que la sécurité au travail, la parentalité, mais également la mobilité. Donc, n'hésitez pas à les visionner. Et pour terminer sur les prochains rendez-vous, on organise suite à la dernière matinale que l'on a diffusée qui était sur la thématique du retour à l'emploi. On organise le 4 décembre un atelier d'échange pour pouvoir aborder les outils existants pour pouvoir dynamiser sa politique de retour à l'emploi et faire en sorte qu'elle soit le plus durable possible. Donc, elle sera animée par Lucie Poisson, hein, qui est la personne qui a animé le webinaire sur le même sujet. Donc, si jamais vous souhaitez y participer, ce sera le 4 décembre de 9h à 10h30. N'hésitez pas à envoyer un mail, je vous mets l'adresse directement dans le chat, à prevaesio-entreprise sans s, @aesio.fr. Voilà. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit mail pour nous indiquer que vous souhaitez vous y inscrire. Et puis, s'il n'y a pas de questions, il ne nous reste plus qu'à clôturer cette matinale. Encore merci Mehdi d'avoir animé, d'avoir transmis ces informations-là. On espère qu'elles pourront vous servir et que vous pourrez utiliser justement ces petits tips, ces outils, ces solutions pour pouvoir mettre en place une démarche, celle-ci n'est pas encore mise, ou en tout cas aborder le sujet de la QVCT au sein de vos entreprises. Merci beaucoup Mehdi. Merci Antoine, merci à tous. Passez une bonne journée, au revoir.